décomposer le problème. Bon, d'abord, il y avait un vrai-faux. Alors, le vrai-faux, entre parenthèses, il était un peu bizarre, parce que normalement, un vrai-faux, c'est est-ce que ça c'est vrai? Et il y a unicité de la question. Mais est-ce que ça c'est vrai quand il y a deux questions et qu'il y en a une qui est vraie et l'autre qui est fausse, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Bon, alors ce genre de vrai-faux, quand même, j'ai trouvé ça assez curieux. Vraiment le vrai-faux du troisième type. Bon, ok. On oublie le vrai-faux, parce qu'on rentre dans le problème. Il y a donc un exercice préliminaire. Cet exercice préliminaire, c'est des choses assez classiques. Oui, alors ceux qui ont fait par exemple la décomposition polaire l'ont bien vu, ceux qui avaient ça en développement. Donc c'est étude des matrices symétriques, puis des matrices symétriques définies, positives, des matrices positives. Donc, bon, peut-être la densité, par exemple, des matrices définies positives dans les matrices positives, donc qui est fermé, la convexité de tout ça. Sn, c'est un espace vectoriel, mais Sn+, c'est un convexe fermé, et Sn++, c'est un convexe aussi, mais d'adhérence, qui n'est pas fermé, d'adhérence Sn+. Et puis, l'existence et l'unicité de la racine carrée dans Sn++ d'une matrice donc définie positive. Alors ça, c'est un gros classique que les gens qui ont mis dans leur musette la décomposition polaire connaissent. Alors bon, l'unicité n'est pas tout à fait évidente, surtout que c'était posé comme ça, démontrer l'existence et l'unicité, quand on ne connaît pas, c'est quand même pas du tout évident. Voilà, so much pour les préliminaires. On a attaqué le grand 1. Et le grand 1, justement, je l'ai fait sur la chaîne récemment, indépendamment du problème, mais j'ai à peu près tout raconté. En gros, pour résumer, quand vous avez une norme, donc on sait définir une norme par séparable, homogène et inégalité triangulaire, et on lui définit une boule unité. Donc on a une fonction ici, et là on a un objet géométrique qui habite dans Rn. Réciproquement, est-ce que n'importe quel élément, n'importe quel objet ici est la boule unité d'une norme? On se doute que non. Il faut que ce soit ce qu'on appelle un corps convexe symétrique. Bon, voilà, vous pourrez regarder. Donc ça demande, donc il faut que ce soit un convexe, compact, qu'il ait 0 dans son intérieur et qui soit symétrique par rapport à la symétrie, par rapport au vecteur nul. Donc x donne moins x. Donc on va regarder à partir de cet objet, ce corps convexe symétrique, on va regarder une fonction qu'on appelle la fonction de jauge de Minkowski, qui à x associe le inf des lambda, tel que x sur lambda appartient à ce corps. Et donc ce inf, eh bien, ça va être exactement la norme, c'est comme ça qu'on montre que c'est une norme, et donc on a une correspondance biunivoque entre les normes, donc avec séparable, homogène, inégalité triangulaire, et les corps convexes avec donc contient 0 en son centre et compact, et en son intérieur, on peut dire, est compact. Deuxièmement, l'homogénéité qui va correspondre au fait que c'est symétrique, et l'inégalité triangulaire qui correspond à la convexité. Mais ça a été vu sur cette chaîne dans une vidéo récente. Donc c'était l'objet du grand 1. L'objet du grand 2, c'est les projections sur un convexe compact. Bon, c'est un truc très typique qu'on retrouve dans beaucoup de problèmes, d'ailleurs problèmes souvent d'algèbre, mais c'est vrai que ça rentre aussi un petit peu dans l'analyse, pas de l'analyse du programme, attention, c'est ça le problème, mais bon, voilà. C'est de dire que quand j'ai un convexe compact, eh bien, je peux regarder quel est l'élément le plus proche qui appartient au convexe, et d'ailleurs qui va appartenir à la frontière du convexe, quand
quand je suis à l'extérieur du convexe, l'élément le plus proche. Et si on a vraiment un convexe compact, alors il va y avoir unicité de cet élément. Donc l'objet du grand 2, c'est de montrer que si je prends x à l'extérieur de mon convexe compact, hein, l'existence et l'unicité d'un élément du convexe compact, tel que la norme entre x et cet élément, est minimale. Donc existence et unicité. Mais ensuite, on commence à avoir ce parfum de cet addendum du théorème de John dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que, bon, et c'est bien, et ça ce résultat est bien connu, c'est que comme on a un convexe compact, vous voyez, il y a une caractérisation, c'est que quand on va avoir un élément quelconque de ce convexe compact par rapport à cet élément qui donne la norme minimale, eh bien, on va avoir en quelque sorte un angle obtus, c'est-à-dire un produit scalaire négatif. D'accord ? Et ça va nous donner une caractérisation, d'accord ? C'est-à-dire en quelque sorte, par rapport au x qui est là, l'élément de norme minimale, c'est une figure de proue, en quelque sorte, face à ce x, et les autres sont derrière, comme s'il y avait donc une espèce d'hyperplan, d'accord, qui passait par cet élément extrémal du convexe, ouais, extrémal dans le sens qui est sur la frontière plutôt, et que les autres sont derrière, donc il y a x qui est d'un côté de l'hyperplan, et les autres sont derrière. Et là, le 3, on commence à attaquer vraiment l'étude des ellipsoïdes. C'est-à-dire qu'on regarde un ellipsoïde, et si on doit regarder sa jauge, ça va être, sa jauge de Minkowski, ça va être justement, ça va nous donner une forme quadratique définie positive. Bon. Donc, on va tomber tout de suite sur une matrice A symétrique définie positive, dont on peut calculer le déterminant de cette matrice, et on va voir que plus le déterminant est petit, de A est petit, forcément, plus l'ellipsoïde est grande. En fait, le volume de l'ellipsoïde est inversement proportionnel au déterminant de la matrice A. D'accord ? Donc l'ellipsoïde, c'est l'ensemble ici des x tels que QA de x est inférieur ou égal à 1, où A, ça va être la matrice symétrique définie positive, et QA de x, c'est le produit scalaire AX, virgule x. Voilà. Ça, c'est assez facile et c'est assez classique. Mais on terminait vraiment en beauté le chapitre 3, et ça, c'est vraiment un des climax, des premiers climax de l'épreuve, c'est que l'on montre que si une ellipse EA est incluse dans l'ellipse EB, alors forcément le déterminant de A est plus grand que le déterminant de B. Ou si on appelle la mesure de l'ellipse l'inverse du déterminant, la mesure de A est inférieure à la mesure de B. Alors ça, c'est pas évident, parce que si on prend des ellipsoïdes qui sont proportionnels, évidemment, ça, on voit bien que le déterminant, ça veut dire que A, on va remplacer A par lambda fois A. Mais on peut imaginer des ellipsoïdes qui ne sont pas du tout sur les mêmes axes. Donc il faut déterminer un petit peu, il faut bien voir que tous les axes, sur tous les axes, ça va être plus petit, et voir que, en fait, une ellipsoïde, elle a des axes orthogonaux, comme une ellipse, grand axe, petit axe, mais on est en dimension n, et là, il y a des axes orthogonaux, et que chaque axe est lié à une des valeurs propres données par le théorème spectral de la matrice A. Et là, vraiment coup intéressant, c'est une application du théorème du min-max. Si on sait que Bxx est inférieur ou égal à AXX, c'est-à-dire donc que EA est incluse dans EB, eh bien, grâce au principe du min-max, on va voir que
toutes les valeurs propres ici de B, hein, vont être inférieures aux valeurs propres de A. Donc le produit des valeurs propres va être inférieur, et donc la mesure va être supérieure. Donc ça, je trouve ça vraiment un truc très élégant d'appliquer le principe du min-max à l'inclusion entre deux ellipsoïdes donnés par des matrices A et B. Voilà, bon, je vous conseille de regarder cette question-là, c'est la dernière question de la partie 3. Alors, l'existence de l'ellipsoïde maximal dans notre convexe compact, bon, bah, ça c'est fait dans la partie 4. Et dans la partie 4, c'est fait avec la mesure, grâce justement à ce qu'on aura vu dans la partie 3. Ça, c'est quelque chose d'assez joli, assez classique, mais qui étonnera pas les gens qui connaissent les ellipsoïdes de John Loder. Jusque dans le développement classique, on utilise des intégrales pour calculer le volume, mais là, on n'a pas voulu mettre d'intégrale, bon, alors bizarre quand même pour un problème d'analyse, et on a préféré parler de déterminant. Encore bizarre pour un problème d'analyse de préférer le déterminant à l'intégrale. Mais en fait, un déterminant, c'est une forme volume, hein, donc ça ne nous étonnera pas, hein, tout ça. Et bref, on montre qu'il y a une certaine compacité de l'ensemble des matrices qui correspondent à des ellipsoïdes à l'intérieur de ce corps convexe. Et cette compacité va faire qu'il va y avoir un élément de déterminant minimal, donc de mesure maximale. Alors ensuite, il y avait la partie 5, et dans la partie 5, on montrait l'unicité. Alors comment on faisait ? D'abord, dans le développement classique, l'unicité provient de la log-concavité du déterminant. Bon, et on applique la log-concavité du déterminant à... C'est-à-dire, l'idée c'est quoi, hein ? C'est de dire, on a une matrice A, définie positive, symétrique définie positive, une matrice B, on suppose que les deux réalisent l'ellipsoïde maximale, alors on va regarder pour A plus B sur 2. Alors ça, c'est ce qu'on fait dans le développement. Alors je reviendrai là-dessus. Hein. Et il se trouve que le déterminant de A plus B sur 2 est supérieur ou égal à la racine carrée du déterminant de A fois le déterminant de B. C'est ça la log-concavité du déterminant. Alors là, c'était démontré, mais pas par la manière habituelle, parce que la manière habituelle, c'est de le démontrer en utilisant l'orthogonalisation simultanée, c'est-à-dire que A et B étant deux matrices symétriques définies positives, en fait il suffisait qu'une seule le soit, mais on a une orthogonalisation simultanée qui fait que modulo une matrice de passage, on peut se ramener à identité et une matrice diagonale. Donc vraiment, c'était facile comme ça. Mais le problème n'a pas voulu le faire ainsi et a repris une autre méthode, aussi un plan B, quoi, qui était déjà connu. C'est d'utiliser la convexité de la fonction qui a x donne log de 1 plus exponentielle de x. C'est facile de montrer que c'est convexe. Et d'avoir une formule intermédiaire avec la racine énième du déterminant de A plus B, bon, par rapport à la racine énième du déterminant de A plus la racine énième du déterminant de B. Et ensuite, on continuait. Ça m'a paru plus difficile, moins clair, et de toute façon, le théorème d'orthogonalisation simultanée, ils l'ont. Puis tant qu'à faire de l'algèbre, tant qu'on est parti pour déconner, autant y aller à fond, quoi. Mais maintenant, c'est là où je veux revenir, c'est que dans le développement classique, on cherche un ellipsoïde de volume minimal qui contient. Alors que là, c'est l'inverse. Or, il y a log-concavité du déterminant, il n'y a pas log-convexité du déterminant. Donc, la dernière question de la partie 5, je l'ai trouvée un petit peu gratte-tête, parce que je me disais, ça va pas. Il fallait appliquer la log-concavité du déterminant à A puissance moins 1, à l'inverse de A et à l'inverse de B. C'est ballot, mais on s'en sortait en disant, voilà, si c'est vrai pour A et c'est vrai pour B, alors on va avoir A plus B sur 2, et on va avoir une stricte
une égalité de stricte convexité qu'on nous demandait de contrôler. On nous demandait toujours de contrôler les cas d'égalité des inégalités que l'on obtenait. Et là, effectivement, on a une contradiction si on a A et B qui sont distincts. Mais en travaillant sur les inverses de A et B. Et là, on a attaqué la partie 6 où on prouve la première implication. C'est-à-dire, en gros, si on sait que tout x se décompose, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, sur les points de contact, sous la forme une somme de CI UIX, scalaire UIX fois UI, donc la composante en quelque sorte, même si ce n'est pas une base, une partie libre, la composante de x en UI, c'est un x UI, c'est un produit scalaire x UI fois une constante qui ne dépend que de i, CI, et qui est strictement positive. Donc si on a ça pour tout x, alors on va avoir une sphère qui sera l'ellipsoïde optimale à l'intérieur de notre corps. Hein, je vous rappelle que c'est fondamental parce que quitte à changer le corps, à changer de base en quelque sorte, à changer de repère dans l'espace affine, on peut toujours se ramener au cas où l'ellipsoïde est une sphère. Bien. Alors, c'est là qu'on utilise deux choses. D'abord, cette caractérisation de ces points extrémaux, en quelque sorte, par rapport à x qui est à l'extérieur du convexe, ce produit scalaire négatif dont je vous parlais, qui caractérise le point à distance minimale de x qui est sur le convexe. Donc ça nous donnait des inégalités, et on sait qu'il va y avoir une ellipsoïde qui va être maximale, mais il faut montrer que cette ellipsoïde, c'est la sphère. Et en fait, ces inégalités qui concernent les x qui sont dans le corps convexe, d'accord, cette inégalité due à l'angle obtus, eh bien, ça va jouer sur l'ellipsoïde maximale qui est à l'intérieur, puisqu'il est dans le corps convexe, l'ellipsoïde maximale, donc sur les valeurs propres de la matrice qui correspond à l'ellipsoïde maximale, et on va voir que forcément, par ces inégalités, on va avoir une mesure plus grande que la mesure pour la sphère. Et donc, forcément, ça veut dire que l'ellipsoïde, d'après la fin du grand 3, qui était magnifique, ça veut dire que l'ellipsoïde est incluse dans la sphère. Donc, en bref, c'est la sphère qui est maximale. Voilà. Donc, c'est ça qu'on voulait. On voulait, avec à partir de ce côté des points de contact, cette famille de points de contact qui est quasi orthogonale, qui ressemble à une famille orthogonale, mais qui n'est pas du tout orthogonale évidemment, mais qui a une propriété très proche, eh bien on obtient qu'on va avoir une sphère à l'intérieur, et ça c'est la fin du grand 6. On arrivait sur le grand 7 avec l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut trouver ces constantes CI et cette décomposition de tout x à partir du moment où on sait que l'ellipsoïde maximale, c'est une sphère. Bon. Et là, ça commençait à se compliquer. D'abord, il suffisait de montrer finalement que si je dois regarder en fait, l'égalité dont je parlais, x qui se décompose en somme de ci, xi, ui fois ui, ça revient à dire que l'existence des ci, ça revient à dire que la matrice identité divisée par n est dans l'enveloppe convexe des applications, des endomorphismes qu'on va appeler psi indice i, la cause, qui a x associe ui, x fois ui. Ça, on va dire que c'est presque une projection à moitié près, c'est presque une projection sur ui. Et on veut que l'identité sur n soit dans cette enveloppe convexe. Donc on suppose
que ce n'est pas dans cette enveloppe convexe. Alors ça, c'est typiquement les raisonnements de convexité. On suppose que ce n'est pas dans l'enveloppe convexe. Et là, on va utiliser un théorème de séparation. On a un hyperplan séparateur, d'accord, entre identité sur n et l'enveloppe convexe de nos psi i. Comme on est dans l'espace des matrices carrées, on sait que cet hyperplan, il peut être défini tout simplement par une matrice, et c'est l'hyperplan qui correspond à la matrice X donne la trace d'une certaine matrice H, X. C'est un théorème de représentation qu'on appelle aussi représentation de Ritz. C'est un peu trop d'honneur de lui faire ça, mais il existe en gros une matrice H qui définit la direction de cet hyperplan. Alors là, le problème nous demandait d'admettre qu'on pouvait supposer que H est de trace nulle et symétrique. Bon, c'était pas si difficile que ça de le faire. C'est-à-dire que H, si H marche, alors H transposé, d'après les données du problème, H transposé marche aussi. Donc H plus H transposé sur 2, par convexité, ça va bien marcher. Même H plus H transposé marche et est symétrique. Et ensuite, on peut varier en ajoutant une homothétie, de sorte à ce que la trace soit nulle, sans changer les données du problème, en quelque sorte. Et là, avec cette matrice H symétrique, eh bien, on arrivait à trouver une forme quadratique définie positive, associée à la matrice identité plus delta petit, mais quand même strictement positif, fois H, et rentrer en contradiction avec le fait que la boule était maximale. C'est-à-dire on obtenait un ellipsoïde qui était plus grand que la boule. Voilà. Donc c'est absurde, donc ça veut dire que identité sur n était dans l'enveloppe convexe, d'où l'existence de CCI. Voilà, fin de la partie 7. Et là, la partie 8. Bon, la partie 8, justement, c'est l'application merveilleuse qui fait qu'on peut, dans le cas d'une boule, grâce à cette caractérisation de la situation, par les points de contact, hein, de la situation où c'est une boule quadratique qui est l'ellipsoïde maximale, grâce à cette caractérisation avec les CI, cette somme de CI, psi I égale identité finalement, grâce à ça, en appliquant cette égalité d'endomorphisme à un X qui est dans le convexe, on arrivait à montrer que le convexe, donc tout X dans le convexe, appartient à la boule de centre toujours 0 et de rayon, cette fois-ci, racine de n. Voilà. Et là, on a vraiment une belle optimisation, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Et là, c'est quand même un résultat très sympathique. Alors, bon, là, j'ai pas trop compris pourquoi on est parti dans les probabilités, parce que, bon, regardez, hein, si vous prenez un hypercube, là, on est bien dans la situation où c'est une boule de rayon 1, donc si vous prenez l'hypercube de taille 2, vous avez, centré en 0, vous avez une boule de rayon 1 qui va être l'ellipsoïde de John, d'accord, intérieure qui va être maximale. Et la minimale qui contient, eh bien, ça va être la boule de rayon racine de n. D'accord, de centre O et de rayon racine de n, parce que la diagonale de l'hypercube en dimension n est égale à racine de n. Bon, faites-le sur un carré, vous allez voir que vous allez avoir un cercle de centre 0 et de rayon 1, et le cercle extérieur, vous avez un cercle inscrit et un cercle circonscrit qui lui va être de rayon racine de 2. Bon, donc là, je vois aucun problème là-dessus. Mais ça a été dit avec des probabilités de Rademacher. Bon,
j'ai pas compris. Bon, Jérôme m'a expliqué, oui, il faut prendre. Je lui ai demandé. Il m'a dit, oui, oui, prends une. Oui, oui, tu prends la norme euh, de la variable x1, etc., jusqu'à xn, donc vu comme un n-uplet avec les xi indépendants, et tu développes la norme au carré, tu prends l'espérance. Mais je ne voyais pas en quoi les probabilités, souvent quand on va aller chercher les probabilités, quand on va transcrire un problème en termes de probabilité, parce qu'on a besoin, par exemple, de bien-aimé de Chebyshev ou du théorème central limite, alors ça vaut le coup de prendre un problème, mais là, il n'y a aucune raison de le transformer, on avait déjà les choses comme ça, je ne vois pas trop en quoi c'était utile. Autant l'histoire de mettre notre convexe, notre compact convexe symétrique, hein, entre deux boules, ça c'est bien. Autant bon, on était convaincu du côté optimal de racine de n grâce à cet exemple, sans avoir besoin de passer par les probabilités. Voilà, le problème était terminé. C'était un problème très très bien conçu. Bon, j'ai eu deux petits problèmes là-dedans. C'est l'histoire de A donne A-1. Ça aurait été bien d'aiguiller un petit peu. J'ai eu une petite difficulté à ce niveau-là. Bon, pas passagère, on va dire. C'était au moment de l'unicité, hein, d'accord. Et puis, bon, ces histoires de probabilités qui sont un peu parachutées, ça me paraissait un petit peu artificiel à la fin. C'était dommage de terminer sur une note comme ceci, alors qu'on pouvait toujours rester dans Rn et pas la peine d'aller vers des probabilités. Bref, parlons quand même des applications de l'ellipsoïde de John Loner. Donc première application, hein, vous avez votre corps convexe, symétrique, vous allez pouvoir mettre une ellipsoïde, d'accord, à l'intérieur, qui est maximale, qui est unique, et votre corps va être compris entre l'ellipsoïde et racine de n, où n est la dimension, fois cette ellipsoïde. Voilà. Ça, bah oui, parce que votre résultat que vous avez obtenu à la fin du set, bah, vous pouvez, bon, qui était valable juste pour le cas de la sphère, bah, vous pouvez transformer votre ellipsoïde en une sphère et appliquer ce résultat. Donc ça, c'est déjà joli. Maintenant, ce problème qui est purement dans le monde de la géométrie Rn, vous pouvez le transcrire en termes de normes. Ça veut dire finalement que si vous avez une norme quelconque, vous avez une matrice A symétrique définie positive, telle que votre norme qui a été donnée, quelconque, hein, norme de AX, est compris entre la norme de AX2, la norme 2 de AX, et racine de n fois la norme 2 de AX. Donc vous avez cette équivalence des normes, d'accord, avec comme norme de référence la norme 2, modulo une matrice A, mais avec des constantes qui sont complètement optimisées. Voilà. Donc vraiment, en optimisation, c'est excellent. Hein. C'est vraiment des résultats d'optimisation. Hein. Ça veut dire en gros que dès que vous avez un corps convexe, vous pouvez l'approximer assez bien, le mieux possible. Voilà, c'est assez chouette. Et puis, je vais terminer quand même. C'était de l'algèbre. Autant terminer par de l'algèbre. Vous avez le théorème suivant. Si vous avez un sous-groupe compact de GLN de R, alors il est conjugué à un sous-groupe de ON de R. Alors, pourquoi? Et ça, c'est assez joli. Vous prenez votre sous-groupe compact, vous regardez son enveloppe convexe qui est encore compacte par le théorème de Kara-Teodori. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner qu'on utilisait le théorème de Kara-Teodori quand on prenait pour parler de la compacité de l'enveloppe convexe des psi. Bref, vous avez votre groupe compact, vous regardez son enveloppe convexe qui est compacte, et là, vous regardez son ellipsoïde de John. Par unicité de l'ellipsoïde, ça va être stable par l'action à gauche de G. Et ce qui veut dire, en gros, que G est dans le sous-groupe orthogonal pour la forme quadratique définie par cette ellipsoïde. Donc cette ellipsoïde définie par la jauge, une forme quadratique définie positive, donc finalement congruente à la forme canonique.
Et ce qui veut dire que G s'injecte finalement dans ce ON, et ça c'est une belle application du théorème de John, mais bon, qui n'était pas dans ce problème, et on va s'arrêter là.